On a défini 5 objectifs à la démarche qu'on a réalisée. Le premier objectif était d'identifier, d'analyser et d'évaluer les risques reliés au changement climatique sur notre territoire. Le deuxième est d'assurer la pérennité et la sécurité des bâtiments et des infrastructures existants. Troisième objectif, réduire les effets des îlots de chaleur sur la population. Améliorer la gestion de l'eau, autant pluviale, potable et l'eau usée. Et finalement, planifier le développement de la ville en tenant compte des contraintes identifiées sur le territoire. Vous allez voir plus loin, là, contraintes identifiées sur le territoire, c'est un des plans qu'on a réalisé, une carte avec toutes les vulnérabilités et les contraintes qu'il y a sur notre territoire. Donc, on a fait une grande partie de la démarche. On a déposé notre première version du plan d'adaptation. Un des premiers commentaires qu'on a reçus, c'est que notre plan d'adaptation était, somme toute, était bon, mais il n'était pas assez adapté à Trois-Rivières. En fait, le reproche qu'on nous a fait au départ, c'est que on aurait pu prendre notre plan d'adaptation puis faire du copier-coller dans la majorité des villes, puis ça aurait quand même fonctionné passablement bien. Donc, on nous a parlé de territorialité du plan d'adaptation, s'assurer d'intégrer dans le fond toutes les particularités du plan et d'aller précisément dans certaines particularités territoriales, de vraiment les nommer. Quand on parle d'un problème de refoulement, de nommer le quartier, les rues problématiques, de les cibler sur des plans, etc. Donc, s'assurer d'intégrer toutes les données qu'on a, autant affectation du sol, du territoire, tous les différents plans de zonage, les contraintes anthropiques, nos plans d'infrastructures électriques, télécommunications, les réseaux de gaz, réseaux de transport, plans des parcs d'espaces verts, territoires d'intérêt écologique, etc., etc. On a aussi pris toutes les données socio-économiques, densité de population, les revenus moyens, taux de chômage, la scolarité, etc. Puis, on a refait la cartographie des îlots de chaleur à l'aide de la méthodologie du CERFO à Québec. Donc, on a refait la méthodologie pour avoir nos propres cartes d'îlots de chaleur. On a intégré, dans le fond, dans notre plan d'adaptation, tous nos futurs développements, nos zones de protection de recharge, nos zones de glissement de terrain, zones inondables, etc., pour en venir à vraiment montrer tout ce qu'il y a sur le territoire dont il faut tenir compte dans le plan d'adaptation. Ça donne le plan pizza que vous avez là. C'est une pizza all dress qui a vraiment tout sur ce plan-là. Autant tout ce que je viens de nommer que tout ce que vous voyez en orange qui sont les écoles ou les garderies des milieux sensibles. Donc, c'est un plan avec lequel on travaille de façon quotidienne pour essayer de s'assurer de tenir compte de tout ce qu'on a avant de réaliser des actions sur notre territoire. Comprendre le climat, dans le fond, qu'il y avait à Trois-Rivières. Pour ça, ben, on se sert des données historiques, on se sert des événements qu'on connaît, qu'il y a eu dernièrement. On sert aussi des données qu'Ouranos sont capables de fournir, et d'Environnement Canada. À Trois-Rivières, on a les 5-6 principaux événements récents. L'hiver 2007-2008, avec 457 cm de neige, qui a été un record à Trois-Rivières au niveau des précipitations de neige en hiver. En mai-juin 2010, une période de sécheresse où la nappe phréatique a atteint 60% dans le fond de niveau, ce qui était devenu vraiment problématique. On était en interdiction d'arrosage pendant tous les mois de mai, juin, puis même ça s'est poursuivi par la suite, le temps de laisser à la nappe le temps de se recharger. À 60%, la nappe phréatique à Trois-Rivières devient pas juste problématique au niveau de la disponibilité en eau potable, là on avait une problématique de qualité d'eau potable dans tout notre réseau de puits. Donc c'était vraiment particulier comme problématique. Cette même année-là, on a eu 2 canicules ensuite. Suite à la sécheresse, on a eu une canicule en juillet 2010, une canicule en septembre 2010. On a vécu en août 2011 la tempête tropicale Irène qui a provoqué des inondations éclairs et des refoulements dans les secteurs, dans le fond, que j'ai nommé tantôt, là, des cours d'eau Bété, Lacerte et Villette. Et en août 2012, on a connu un épisode d'orage violent qui a encore provoqué des refoulements et des inondations éclairs dans les mêmes secteurs. Ces secteurs-là sont rendus, dans le fond, qui ont eu 4-5 événements là, dans les dernières années.
Puis il y a plusieurs maisons qui sont même rendues non assurables au niveau des refoulements à cause de ça. Donc on devait agir de ce côté-là. Données historiques, en fait, c'est le consultant qui a travaillé sur le plan d'adaptation, qui est SNC-Lavalin Environnement, qui a repris les données, en fond, d'Ouranos et d'Environnement Canada au niveau de ce qui a été enregistré et des modèles futurs pour nous présenter un peu ce qui allait se produire à Trois-Rivières et ce qui s'était produit. On voit que depuis 1935, il y a une légère augmentation des températures moyennes annuelles et hivernales, puis une augmentation des précipitations annuelles moyennes. On annonce, dans le fond, selon les modèles d'Ouranos, une tendance à l'augmentation des températures encore, avec des cycles hydrologiques plus actifs. Donc, peut-être des précipitations plus violentes, un nombre de millimètres plus intense rapidement, et aussi à l'extrême, d'autres événements extrêmes qui vont augmenter. Dans le fond, vous voyez sur le tableau qu'il y a là, le petit graphique, c'est la portion, dans le fond, qui est en bleu foncé dans le bas, qui était la zone événement extrême avant l'augmentation des températures moyennes. Et avec l'augmentation des températures moyennes, cette zone-là qui représentait les événements extrêmes deviendrait toute la zone en bleu pâle. Donc, ces événements-là vont être portés à augmenter assez substantiellement et provoquer, dans le fond, des problèmes de gestion du territoire et de gestion des événements qu'on va devoir prévoir dans notre planification. Les risques climatiques qui ont été retenus pour travailler dans toute la démarche, l'augmentation des vagues de chaleur, les sécheresses, l'augmentation des pluies intenses, les neiges abondantes, les faibles accumulations de neige au sol, donc les deux extrêmes, des hivers avec pratiquement pas de neige, des hivers avec énormément de neige, les événements extrêmes, comme je le disais, tempêtes, foudres, orages, des forts vents, des tornades, excusez, des épisodes de grêle et de verglas, et les inondations de nature fluviale et non les inondations éclairs qui, elles, sont dues à l'augmentation des pluies intenses. Tout ça, en fait, ces risques-là amènent des impacts sur l'environnement. J'en ai listé une coupe ici. Sont, par exemple, l'augmentation de la température de l'eau de surface, la réduction de la qualité de l'eau de surface et de la qualité de l'eau souterraine, l'augmentation du stress hydrique pour les végétaux, des périodes de croissance qui peuvent être allongées, des gels de lacs et cours d'eau plus tardifs, des périodes de dégel, en fait des cycles gel-dégel maintenant qui sont beaucoup plus fréquents, même en janvier, février. Recharge réduite des eaux souterraines, pour nous, c'est une grosse problématique. Des printemps où la neige fond rapidement et où il y a beaucoup de pluie, fait en sorte qu'il y a très peu de recharge de la nappe, tout ruisselle et s'en va dans les cours d'eau. Donc, on a une problématique au niveau de la recharge de la nappe souterraine et de notre approvisionnement en eau potable, des glissements de terrain, amplification de l'impact des îlots de chaleur, etc. Cette carte-là, en fait, c'est la carte que je vous ai présentée tantôt sur les vulnérabilités, mais là, on l'a en fait, on a combiné les différentes choses qu'il y avait sur la carte pour en faire des secteurs vulnérables avec des problématiques plus particulières. Donc, vous voyez, tout ce qui est en bleu, c'est les zones d'alimentation en eau potable, des puits dans le fond. Ce qui est en rouge, les zones de glissement de terrain. En jaune, dans le bas de la ville, c'est les forts îlots de chaleur avec secteurs défavorisés au niveau socio-économique. La zone en mauve, c'est toute notre zone problématique au niveau de la gestion du pluvial. Et le bleu pâle, en fait, qui longe la rivière Saint-Maurice et le fleuve, c'est les zones d'inondation fluviale. Donc ça, on en a très peu à Trois-Rivières. Nos talus sont assez escarpés au niveau de la Saint-Maurice, que ça cause pas de problème. Puis la bande riveraine est encore là peu sujette aux inondations au niveau du fleuve, là, à part une légère portion à Trois-Rivières-Ouest, Pointe-du-Lac. Donc, vous voyez ici nos zones d'îlots de chaleur. Donc, le territoire urbanisé de la ville de Trois-Rivières, on a beau trouver, quand on circule, qu'il y a beaucoup d'arbres, on se rend compte que les arbres sont probablement
mal dispersés sur le territoire ou qui sont pas assez regroupés pour créer des zones d'îlots de fraîcheur, parce que tous nos secteurs densément bâtis sont en îlots de chaleur et causant ainsi des problèmes là, au niveau socio-économique. Tous les secteurs du sud de la ville, les premiers quartiers en fait, regroupent la population la plus pauvre et vulnérable. Donc, on doit agir de ce côté-là. L'équipe de travail, c'est quelque chose qui est très, très important dans la réalisation d'un plan d'adaptation au changement climatique. Pour faire l'analyse des vulnérabilités, il faut avoir une équipe pluridisciplinaire qui va servir, dans le fond, à avoir un peu les idées d'un peu tout le monde et les connaissances d'un peu tout le monde. On a eu la chance de travailler avec un consultant qui ont mis 6 experts avec de différentes disciplines pour bâtir la matrice d'analyse et faire l'analyse des vulnérabilités. Mais ça, c'est bien, mais ça prend aussi, dans le fond, le travail avec les gens qui connaissent le territoire et qui connaissent, dans le fond, la gestion de la ville. Donc, nous, on a impliqué tous les départements de notre ville dans l'analyse de vulnérabilité, autant la sécurité publique, l'urbanisme, permis, inspection, géomatique, environnement. J'ai personnellement rencontré, dans le fond, beaucoup de techniciens, coordonnateurs, chefs de service pour faire cette analyse de vulnérabilité-là. Et on a aussi ajouté des paramunicipaux, comme on est allé rencontrer l'UPA pour avoir leur opinion et leur propre analyse sur le secteur agricole, qui est probablement le secteur qu'on connaît le moins de notre territoire, là, où on est les moins, dans le fond, les spécialistes par rapport à ce territoire-là. Comme je le note, faire appel autant aux gestionnaires qu'au personnel technique. Parfois, les gestionnaires ont une idée du risque et de la vulnérabilité d'une infrastructure que le personnel technique va démentir en disant mais non, quand il arrive tel événement, on fait juste telle petite modification, puis on a une bonne capacité d'adaptation, puis ça va super bien. Donc, ils n'auront pas le même niveau de connaissances précises du risque pour certaines infrastructures. Donc, impliquer tout le monde dans cette analyse-là. On a basé l'analyse des vulnérabilités. On s'est inspiré de la méthode du Comité sur la vulnérabilité de l'ingénierie des infrastructures publiques d'Ingénieurs Canada. C'est une méthode qu'on a quand même adaptée, autant au niveau des échelles de pondération que des seuils de risque. Puis on a rajouté des éléments pour toucher autre chose que les infrastructures, parce qu'une ville, c'est pas juste les infrastructures, mais c'est aussi la santé publique, la qualité de vie des citoyens, la faune, la flore. Donc, essayer d'intégrer tous ces éléments-là dans l'analyse des vulnérabilités et non juste les éléments infrastructure, ingénierie. Donc, l'analyse des vulnérabilités, c'est la probabilité qu'un événement climatique se produise basé sur la revue des données climatiques et des modèles des prévisions futures. Donc, la probabilité multipliée par la gravité. La gravité, c'est l'ampleur de l'impact négatif sur les éléments, autant infrastructure, société, environnement. Puis, on a jugé, dans le fond, l'impact négatif moindre si notre capacité de réaction était bonne ou excellente par rapport à une probabilité d'événement. Donc, la probabilité multipliée par la gravité donne un seuil de risque. L'échelle d'Ingénieurs Canada donne 3 seuils de risque. Nous, on a divisé ça en 4 seuils de risque pour réussir à avoir une meilleure idée de ce qui était problématique, parce que tout se ramassait dans les deux mêmes catégories. Donc, essayer de spreader ça, excusez l'anglicisme, mais d'étaler ça un peu plus pour avoir une meilleure définition des différents seuils de risque. Vous voyez ici les différentes échelles, là, autant de la probabilité de 0 à 7. 0 étant, il y a à peu près peu de probabilité que ça arrive, jusqu'à 7. Donc, l'événement, c'est certain, hautement probable qu'il va arriver. Et au niveau de l'échelle de gravité, ben c'est 0 étant la gravité est négligeable ou non applicable, à 7 qui est une gravité extrême, donc une perte fréquente et continue de l'actif. Donc, ça tient compte de l'ampleur des coûts associés à l'impact, de la sensibilité des éléments, puis de la sensibilité des habitants.
Je vous ai pas mis toute la matrice d'analyse, je vous en ai fait juste un extrait que vous voyez là. C'est un extrait qui comporte en fait, qui porte sur l'augmentation des températures moyennes, l'augmentation des précipitations, puis trois systèmes dans le trois éléments dans le système bâti, là, soit les immeubles, l'infrastructure de transport, les systèmes d'approvisionnement en eau. Vous voyez en fait au niveau des vagues de chaleur, la probabilité que les vagues de chaleur surviennent, c'est maintenant certain, on en a une, deux ou trois à chaque année. Donc, c'est une probabilité de 7. Et par rapport, par exemple, à l'enveloppe thermique de climatisation, mais nous, on a jugé que la gravité était de 5 parce qu'on commence à arriver à la limite de certains de nos systèmes de climatisation et d'enveloppe thermique de nos bâtiments. Donc, on a des travaux à faire de ce côté-là. Donc, le risque était quand même assez élevé. Au niveau des infrastructures de transport, vous voyez, pour les voies de circulation, des pluies intenses, on en vit maintenant, nous, des épisodes de pluie intenses assez fréquemment. La probabilité a été mise à 6. C'est surtout le consultant là, qui mettait les probabilités là, selon l'analyse des données d'Ouranos. Et la gravité pour les voies de circulation a été mise à 6 parce qu'on a des problèmes d'inondation dans certains viaducs, dans certaines mêmes intersections qui deviennent difficiles de circuler. Donc, on doit travailler à ce niveau-là pour améliorer ces différents secteurs-là. Et finalement, les sécheresses, la probabilité a été mise à 5 et notre gravité, nous, à Trois-Rivières, pour la capacité du système de pluie quand il arrive une sécheresse, est de 7. On a dû, en 2010, même arrêter certains puits où la qualité de l'eau était vraiment plus potable. On n'était plus capable de la traiter. Donc là, on se ramassait vraiment en problématique. Une gravité de 7, il faut vraiment s'attaquer à ça rapidement pour diminuer, dans le fond, la vulnérabilité de l'infrastructure. Tout ça donne un fantastique tableau d'appréciation des risques qui donne les cotes cumulatives pour chaque élément. C'est un résultat qui est beaucoup trop complexe, éparse et comment je dirais ça, ça donne des scores qui sont pas mal semblables d'un élément à l'autre. Présenter ça au conseil de ville, c'est impossible. On n'est pas capable de prendre de décision à partir de ça. Il faudrait comme prioriser tout en même temps. Donc, on a décidé de faire une pondération des risques pour en arriver en fait à faire ressortir les éléments qui sont plus à risque. Donc, un élément qui a plein de scores de 9 pour à peu près tous les événements climatiques qui peuvent arriver et va avoir un score cumulatif au total quand même assez élevé. Mais c'est beaucoup plus important de s'attaquer à un élément où il y a peut-être juste un événement ou deux événements climatiques qui, eux, vont avoir des scores de 36 au niveau du risque, de 35-36 au niveau du risque, de 41, mettons. C'est plus important de s'attaquer à ceux-là. Donc, donner un score de risque de 0 au niveau de la probabilité à tout ce qui était en bas de 12, de 1 à tout ce qui était de 12 à 25, de multiplier par 2,25 pour ce qui était entre 25 et 35 et multiplier par 4 pour ce qui était au-dessus de 35 pour en arriver dans le fond à départager un peu les éléments qui sont les plus problématiques. On voit ici ce que ça donne au niveau des risques pondérés. Excusez-moi. Ça a fait ressortir 7 sous-ensembles en fait qui étaient plus problématiques, soit nos infrastructures de transport, notre système d'approvisionnement en eau, notre réseau de collecte des eaux, les services municipaux, là, on parle de collecte des déchets, sécurité publique, etc. La santé publique, la qualité de vie des citoyens et l'agriculture. Ce petit tableau, c'est juste pour vous montrer en fait ce graphique-là, pour comprendre en fait l'importance des effets climatologiques sur chacun des 7 sous-ensembles. Vous voyez en rouge, c'est tout ce qui était vague de chaleur qui ressortait comme plus problématique. Au niveau du bleu plus foncé, c'est les plus intenses. Puis dans le fond, c'est les deux éléments qui ressortent qui ressortent le plus. C'est vraiment les vagues de chaleur et les pluies intenses qui ont le plus fort impact, sauf pour le système d'approvisionnement en eau, qui lui, les sécheresses qui l'impactent beaucoup. Donc on en vient aux actions
tout ça, en fait, cette analyse-là et cette pondération des risques servait à choisir en fait les éléments sur lesquels on va travailler et sur lesquels on va sortir le plus d'actions d'adaptation. Je vais vous présenter en fait, je pense, une douzaine d'actions d'adaptation qui sont en place ou en cours actuellement. Puis le plan d'adaptation de la ville de Trois-Rivières comporte 52 actions d'adaptation qui ont toutes un échéancier puis certaines cibles et indicateurs. Donc, vous voyez ici, la première action qui est en place actuellement traite, et par rapport aux plus intenses, en fait, on a fait la révision des normes et critères de conception de nos réseaux de collecte des eaux usées, autant pluviales que sanitaires, à la hausse afin de tenir compte des fortes pluies pour éviter les refoulements et les inondations éclairs. Dans le fond, c'est l'application du guide de gestion des eaux pluviales du MDDE qui est plus FP, mais MDDELCCC. Donc, c'est une action qu'on va faire en continu. Là. Périodiquement, on va réviser nos normes de conception. On va essayer d'intégrer, dans le fond, les prévisions d'Ouranos au fur et à mesure qu'elles se raffinent. Peut-être là, je pense qu'on va présenter au Conseil de ville de réviser ça aux 2 ou aux 3 ans là, pour essayer de se tenir tout le temps à jour puis de ne pas causer de problématiques. C'est sûr que de grossir les tuyaux ou de changer les normes de conception, ça peut être plus coûteux sur le moment où on fait, dans le fond, une infrastructure, sauf que ça risque d'éviter des gros coûts au niveau, dans le fond, autant des réclamations, de la perte de valeur de certaines propriétés ou de travaux correctifs qu'on doit faire par la suite. Donc, c'est très important de faire ça en amont. Une autre action qui est en place au niveau de nos bassins des rivières La Certe, Bété et Milette, on a un programme d'entretien de cours d'eau. Ces 3 cours d'eau-là, dans le fond, sont fortement urbanisés, pour ne pas dire totalement urbanisés. On a très peu de bandes riveraines dans ces secteurs-là, qui datent des années, mon Dieu, 30, 40, 50. Là. Donc, on s'est fait autoriser un programme d'entretien de cours d'eau de 35 points de dragage par le ministère pour s'assurer, dans le fond, de favoriser l'écoulement et de ne pas causer, dans le fond, de refoulement dans les sous-sols, dans le fond, des maisons, parce que ces 3 cours d'eau-là sont connectés souvent à des égouts pluviaux et parfois du combiné là, dans le même secteur. Donc, tout le ruissellement se ramasse dans ces cours d'eau-là, ce qui fait qu'on doit s'assurer, dans le fond, qu'ils ont un écoulement maximal pour pas créer de problématiques. Dans le même secteur, au niveau encore de ces 3 cours d'eau, on a fait une étude sur les solutions pour régler la problématique de refoulement. Il y a des actions qui vont être posées. On a un plan d'action qui a été proposé, qui contient des actions, je pense, jusqu'en 2020 là, pour pas loin de 40 quelques millions de dollars. Autant de la reconfiguration de réseau, du redimensionnement de ponceaux, l'amélioration de l'écoulement. On fait la recherche des raccordements inversés dans ces secteurs-là. Puis maintenant, à grandeur de la ville, on cible des émissaires problématiques. Et on augmente la rétention d'un étang, qui est le point I213 que vous voyez dans le haut de l'image. C'est un étang qui était déjà présent et qu'on a aménagé, dans le fond, pour augmenter sa capacité de rétention lors d'une forte pluie, puis de retenir à cet endroit-là l'eau avant qu'elle s'en aille dans les conduites et dans les 3 cours d'eau, dans les secteurs où on a des problématiques de refoulement. Une autre action qui est en place, en fait, maintenant, dans chaque plan directeur de développement domiciliaire, on fait réaliser un plan directeur de gestion des eaux pluviales, excusez-moi, pour s'assurer, dans le fond, d'intégrer les nouveaux secteurs au réseau déjà en place et de ne pas aggraver des problématiques. Souvent, les nouveaux secteurs vont aller se jeter dans des réseaux d'égouts qui sont déjà construits dans d'autres secteurs. Donc, s'assurer d'avoir la bonne capacité et de retenir le plus d'eau possible et de faire le plus d'infiltration d'eau possible dans les nouveaux secteurs pour ne pas augmenter la pression sur nos réseaux pluviaux et même combinés parfois en aval. Une autre action en place actuellement, c'est au niveau des nouveaux développements pour en faire encore pour gérer les pluies intenses.
on a développé en fait une stratégie d'intégration des milieux naturels au développement urbain. Cette stratégie d'intégration-là fait en sorte que pour chaque hectare développé à Trois-Rivières, on protège 1 hectare. On essaye de respecter les sites de stockage naturel le plus possible, donc tout ce qui est milieu humide, et d'acheminer dans le fond les eaux de ruissellement le plus possible vers ces zones-là. Donc vous voyez ici un exemple de développement où dans ce développement domiciliaire-là, le développement du lac Caché, le promoteur a perdu, je pense, quelque chose comme près de 40%, là, si c'est pas plus, de son terrain pour fin de conservation naturelle, réserve écologique, aire écologique, conservation naturelle. C'est tous des éléments qui sont au zonage, puis il y a la création de bassins de rétention à travers ça aussi. La même chose peut survenir. En fait, je reviens à la. Vous voyez en bleu ici, là, c'est la bande riveraine d'un petit cours d'eau. Mais à Trois-Rivières, on a mis en place en fait un programme de protection des bandes riveraines. Dans tous les nouveaux développements, on fait l'acquisition. En fait, le promoteur n'a plus le choix de nous céder les bandes riveraines. Il doit les clôturer 10 mètres d'un côté, 15 mètres de l'autre côté du cours d'eau et les céder à la ville en même temps que les autres, infrastructures, là, en fait, pour une pièce. Ils nous cèdent tout ça, c'est nous qui fait l'entretien ensuite. Et pourquoi on les clôture? Malheureusement, vous allez dire, c'est plate, ça restreint l'accès parfois à des beaux milieux pour aller marcher. Mais c'est surtout pour empêcher les citoyens d'empiéter dans la bande riveraine avec leur cabanon, leur piscine, leur patio, etc., etc. Donc, on avait vécu assez de cas où le monde empiétait avec ces éléments-là dans la bande riveraine que maintenant on a fait clôturer par le promoteur pour s'assurer de la protéger adéquatement. Au niveau encore des plus intenses dans les nouveaux développements, l'implantation de bassins de rétention est rendue assez systématique. C'est pas la solution miracle à la gestion de l'eau pluviale, là, les bassins de rétention, parce que parfois ça se met à se chiffrer en millions de dollars, puis les bassins deviennent de plus en plus gros. Mais ça fait partie de toute la stratégie. Dans le fond, on n'a pas le choix dans certains secteurs d'en mettre pour minimalement réduire la vitesse d'écoulement puis diminuer la pression sur les réseaux existants en aval. Une adaptation, dans le fond, des actions d'adaptation au niveau des pluies intenses puis de la gestion de l'eau pluviale qui sont qui vont être à long terme plus intéressantes que juste la création de bassins de rétention. La promotion des jardins de pluie, la promotion des terre-pleins drainants. Vous voyez ici un terre-plein drainant qui a été implanté dans un secteur de Trois-Rivières et l'apparition des revêtements poreux. Vous voyez 0, 0 puis 1, c'est le nombre de jardins de pluie, de revêtements poreux qu'on a à Trois-Rivières et le nombre de terre-pleins drainants. Mais on s'en va vers la promotion de ça le plus possible, parce que ça permet dans le fond l'infiltration de l'eau et pas juste la rétention avant qu'elle s'en aille dans le réseau pluvial plus en aval, mais vraiment l'infiltration dans le sol et diminuer la pression sur les réseaux existants. Donc on veut miser là-dessus à court terme, s'en aller dans les prochaines années vers une promotion agressive de ces méthodes d'adaptation-là. Je vous ai parlé beaucoup de l'approvisionnement en eau potable au début de la présentation de tout le secteur est de la ville, mais on n'a pas eu le choix de se mettre en branle assez rapidement. En parallèle qu'on faisait le plan d'adaptation, il y a eu des travaux de plus de 50 millions qui ont été réalisés à l'usine de filtration de l'ouest de la ville pour qu'elle soit mise à niveau et qu'elle ait la capacité maintenant en qualité et en quantité d'approvisionner toute la population de Trois-Rivières. Donc, l'usine est maintenant capable d'approvisionner, je pense, jusqu'à 170 000 de population. Trois-Rivières, c'est 134 000 de population. Donc, on est capable, avec l'usine, d'alimenter tout le monde en eau potable. Et on est en train de terminer la construction de réservoirs d'eau potable, réservoirs des Chenaux et réservoirs Vachon, qui vont permettre, en fait, via des conduites sous les deux ponts qui enjambent la rivière Saint-Maurice, d'amener de l'eau potable de l'usine de filtration à l'est de la rivière et d'ainsi réduire la pression sur notre réseau de puits. On n'a pas décidé d'abandonner le réseau de puits, loin de là, mais on veut minimalement, dans le fond, réduire la pression puis plus vivre des événements comme on a vécu en 2010 où la qualité de l'eau devenait une problématique. Donc,
ça va nous aider de ce côté-là. On avait aussi un moratoire depuis plusieurs années là, sur la construction à l'est de la rivière Saint-Maurice, parce que quand on construisait, par exemple, 3 étages, 6 logements, on n'avait plus de pression d'eau au 3e étage à cause de la disponibilité d'eau potable via le réseau de puits. Donc ça va permettre d'alimenter tout ce qui est au sud de l'autoroute, une bonne partie dans le fond du Cap de la Madeleine. Le réseau de puits, dans le fond, va pouvoir alimenter plus efficacement maintenant, avec plus de pression, le secteur au nord de l'autoroute 40. Au niveau, encore une fois, de l'approvisionnement en eau potable, on a des secteurs qui sont avec des puits et qui a un aéroport dessus. C'est pas la meilleure, comment je dirais ça, meilleure utilisation du sol dans une zone d'alimentation en eau potable, mettre un aéroport. On a vécu, depuis que je suis là, moi, en 2008, en fait, dans les 4 dernières années, je pense qu'on a minimalement un déversement ou 2 par année au niveau de l'aéroport, donc gestion du déversement d'hydrocarbures en urgence. On met à niveau, dans le fond, toutes les infrastructures de l'aéroport au niveau de la gestion des abrasifs, des carburants et des produits dangereux. Puis on est en cours de réalisation d'une campagne de sensibilisation des utilisateurs au niveau de protéger la nappe phréatique. Là. Vous voyez un peu le panneau qui a été conçu pour l'aéroport, pour les différents utilisateurs. Puis il y a vraiment une démarche, en fond, qui est faite là-bas de rencontrer chaque utilisateur, chaque petite compagnie ou citoyen qui a un avion qui est à l'aéroport pour les sensibiliser sur la gestion adéquate de leur carburant et l'huile usée. Lutte aux îlots de chaleur, en cours depuis 2012, on a un plan d'action de lutte aux îlots de chaleur qui prévoit la plantation d'arbres sur les terrains municipaux avec bâtiments ou vacants. On a planté 240 arbres de rue, en fait, en 2012 et 2013, le long de 2 boulevards pour réduire l'effet d'îlot de chaleur. On a eu un projet avec le Conseil régional de l'environnement Mauricie pour planter plus de 400 arbres et arbustes dans une zone tampon pour en faire un poumon forestier pour un secteur. Et cette année, on fait un autre projet avec le Conseil régional de l'environnement Mauricie, encore une fois, pour la plantation d'arbres fruitiers dans certains secteurs. Donc, on a les indicateurs, nombre d'arbres plantés annuellement. On va présenter aussi prochainement au Conseil de ville d'autres actions de lutte aux îlots de chaleur, puis on espère que tout va être approuvé. Plantation d'enlignement, en emprise de rue, dans des banquettes, etc. Donc, faire une lutte active aux îlots de chaleur. Il n'y a rien de plus efficace que de planter des arbres. Là. Un arbre, ça équivaut à, je pense que le pouvoir rafraîchissant d'air d'un seul arbre, c'est une coupe de climatiseur. Donc, c'est l'action la plus facile et la plus probante pour la lutte aux îlots de chaleur. Une action qui est en place, intégrée dans le plan de mesures d'urgence, les différents risques, vagues de chaleur, pluie intense, neige abondante. Vous voyez cette carte-là, la carte dans le fond des glissements de terrain et des zones d'inondation. Je sais qu'elle va être remise à jour encore prochainement. Donc, c'est toujours quelque chose qui se fait en continu. Puis on a aussi mis en place un plan de communication lors de vagues de chaleur avec quels sont les bâtiments qui sont ouverts, qui sont climatisés, qu'est-ce que la ville peut faire, etc., etc. Donc, mais ça, c'est toujours de le mettre à jour, hein, de garder le monde à l'affût. C'est un processus, dans le fond, de réviser tout le temps les plans de mesures d'urgence. Mais là, c'est d'intégrer l'adaptation au changement climatique dans ces plans de mesures d'urgence-là le plus possible. Au niveau des hivers où il y a des neiges très abondantes, bien, on a réalisé un projet, nous, d'optimisation des opérations de transport de neige pour essayer d'améliorer, en fait, tout le volet enlèvement de la neige, pas juste pousser la neige sur le côté, mais quand on doit sortir la neige et l'amener dans des sites à neige, dans le fond, on a créé un système pour répartir les véhicules en temps réel à la souffleuse qui en a le plus besoin, donc optimiser le plus possible le déneigement. On est capable de faire maintenant le même déneigement avec moins de camions en moins de temps. Donc, coût d'opération réduit, gaz à effet de serre réduit, mais aussi une meilleure satisfaction des citoyens au niveau de l'enlèvement de la neige. Ça nous permet, dans le fond, d'être plus efficace dans les prochains hivers. Si on retrouve un hiver de 400 cm, on va être prêt.
D'autres projets qui sont en cours, on a une patrouille d'arrosage à chaque année qui est là pour favoriser l'économie d'eau potable, qui font de la sensibilisation et aussi qui donnent des constats d'infraction si le monde ne respecte pas le règlement sur l'utilisation de l'eau potable. On fait la distribution de barils de récupération d'eau de pluie aux citoyens depuis maintenant, on est en 2014, depuis je pense 2009 ou 2010, là, on a distribué plus de 1000 barils. Même plus que ça, je pense qu'on va être rendu à 1500 là, cette année, barils distribués aux citoyens. On a commencé l'installation de citernes de récupération d'eau de pluie sur nos propres bâtiments pour que Parc et Espace Vert puissent arroser les plantes dans le fond de nos parcs et de nos différents aménagements à l'aide d'eau de pluie et non à l'aide d'eau potable. On a une prise d'eau brute aussi pour Parc et Espace Vert, encore une fois, et pour les balais mécaniques. Et on veut installer d'autres prises d'eau brute prochainement à différents endroits dans la ville stratégique pour utiliser le moins possible d'eau potable. On installe des compteurs d'eau chez certains utilisateurs pour bien cibler, dans le fond, nos grands consommateurs, connaître la répartition de notre consommation d'eau potable pour finalement la réduire le plus possible. On pense à court et à moyen terme, dans le fond, faire l'acquisition peut-être d'une fontaine mobile pour aider lors des vagues de chaleur dans les événements culturels, amener de l'eau potable à la population. L'utilisation, promotion des toitures réfléchissantes pour réduire les effets de l'eau de chaleur. La récupération des eaux grises, en faire la promotion, puis peut-être en faire, dans le fond, le plus possible à l'interne dans nos bâtiments. L'identification des infrastructures les plus à risque de détérioration au niveau des infrastructures de voirie, de faire un inventaire des infrastructures, ponceaux, viaducs et rues qui sont dans le fond les plus détériorées. Peut-être s'installer un système d'alerte pour nos viaducs qui sont submergeables. Identification de sites d'urgence pour les neiges usées. L'hiver qu'il y a eu 450 cm de neige, là, nous on a 4 sites en neige, mais il a fallu en ouvrir 3 d'urgence cet hiver-là parce que les sites débordaient. Donc faire une procédure avec le ministère avec des sites d'urgence déjà préétablis, avec des autorisations déjà données, etc. On pense peut-être agrandir un de nos sites à neige juste pour ajouter un peu de capacité. À long terme, des plans de communication pour les bonnes pratiques en agriculture en lien avec les changements climatiques. Dans le fond, supporter l'UPA dans ces démarches. Déterminer la capacité maximale de climatisation des bâtiments municipaux, sensibiliser la population sur le déneigement des toitures, peut-être faire une patrouille d'aide au déneigement, réglementer la période de remplissage des piscines. La fin de semaine des Patriotes qu'il y a eu, pas en fin de semaine, l'autre d'avant, c'est souvent la fin de semaine où tout le monde remplit sa piscine en même temps. Puis nous autres, ça crée une pression à l'est sur le réseau de pluie, donc de peut-être réglementer et étaler la période de remplissage des piscines, installer des systèmes d'évacuation rapide de l'eau sur le réseau routier à nos endroits cruciaux qui sont déjà identifiés. Donc, on sait les endroits où on aurait installé ça. Gestion d'un fonds de réserve en cas de sinistre. Dans le cas de sinistre, l'enfouissement des câbles, c'est commencé dans certains secteurs. Puis il y a même de l'enfouissement qui se fait maintenant dans des secteurs déjà bâtis, où on va aller enfouir toutes les infrastructures Hydro-Québec, Bell, téléphonie, télécom, etc. Faire un inventaire de la forêt urbaine, améliorer l'entretien préventif de nos arbres, révision des zones inondables, j'en passe. Je ne les ai pas tout mis dans la présentation. Finalement, on en arrive à la mise en œuvre. La mise en œuvre, nous, se fait d'une façon, en fait, où l'aménagement, la gestion du territoire, dans le fond, la direction dans laquelle je suis, on fait la planification, l'accompagnement et le suivi du plan d'adaptation. On n'est pas une direction qui est qui a un énorme pouvoir de réalisation. On n'est pas opérationnel autant que la sécurité publique, les loisirs ou les travaux publics et génie. C'est plus eux qui vont devoir réaliser les projets. Mais on est tout le temps impliqué au niveau de l'accompagnement et du suivi pour tous ces projets-là. Les technologies de l'information et le service des communications de la ville sont très utilisés au niveau du support et de la diffusion de l'information.